Allez, c'est reparti. Je vous emmène en balade avec ma machine à remonter le temps pour un petit tour dans l'Argentine du Miocène tardif, disons entre 6 et 9 millions d'années avant notre ère. Or, à peine arrivé, vous vous sentez épié, traqué par un animal préhistorique. Mais où est-il? Vous scrutez tout autour de vous? Non, rien à gauche, rien à droite. Bizarre. Mais vous avez fait une erreur fatale. Vous avez oublié de lever les yeux. Après, c'est plutôt compréhensible, car au vu des prédateurs actuels, on ne pense généralement pas que le danger puisse venir d'en haut. Et pourtant, dans l'Argentine préhistorique, c'est précisément le ciel que vous auriez dû regarder en premier. Car ici vécut le plus gros oiseau volant de tous les temps, et il n'était pas du genre sympathique. Voici l'Argentavis, le plus puissant et le plus terrifiant dinosaure ayant jamais volé. Sa découverte est assez récente, étant apparu sur notre radar il y a seulement quelques décennies et ayant été décrit en 1980. L'holotype de cette créature provient d'un pays qui est regorgé d'animaux préhistoriques cauchemardesques, l'Argentine. Une équipe de paléontologues du Museo de la Plata tomba sur les restes d'un crâne, d'un os carré, ainsi que diverses parties des pattes et des ailes d'un oiseau. Ces fossiles provenant de la formation Huaycoeriana de Pequén dans la province de la Pampa. Les os étaient gravement endommagés et très fragmentaires, donc pas idéal pour une reconstitution. Pourtant, l'équipe put clairement observer 3 détails très importants. 1. Ils avaient affaire à un oiseau. 2. Il s'agissait d'une nouvelle espèce. Et 3. Il était énorme, d'une taille jamais vue auparavant. Suite à sa description, il fut nommé d'après l'endroit où il fut retrouvé. Argentavis magnificens, soit le magnifique oiseau argentin ou le magnifique oiseau d'argent. Petit à petit, au cours des années qui suivirent, de nouvelles excursions révélèrent 3 nouveaux squelettes partiellement complets, confirmant qu'il s'agissait bien d'un oiseau proprement gargantuesque. Il gagna très vite une certaine notoriété dans les médias, car après tout, qui ne rêverait pas à l'idée d'oiseaux gigantesques tout droit sortis du Seigneur des Anneaux? Le seul problème, c'est qu'estimer la taille d'Argentavis s'avéra un poil compliqué, ceci à cause des fossiles assez limités. Dans le papier original, les paléontologues lui donnèrent une envergure colossale de 7,50 m, ridiculisant n'importe quel autre oiseau et comparable au grand ptérosaure d'autrefois. Il aurait même dépassé le Coloborhynchus, un ptérosaure qui détenait encore le titre du plus grand ptérosaure à dents dans les années 80. Pour une comparaison plus actuelle, cette envergure est à peu près le double de la longueur d'un rhinocéros adulte. Mais ce n'est pas fini, et les choses devinrent encore plus folles par la suite. Ainsi, une taille encore plus grande fut proposée, avec une envergure de 8,30 m. C'est plus de 3 fois celle des plus grands pigags à tête blanche, l'emblème des États-Unis, donnant à cet animal une allure de créature mythique. Cependant, les paléontologues se sont un peu calmés récemment, et l'Argentavis devint légèrement plus petit. Aujourd'hui, on estime qu'il aurait plutôt atteint une envergure d'environ 6 mètres pour les adultes, ce qui reste absolument gigantesque. Presque le double de l'oiseau actuel avec la plus grande envergure, l'albatros hurleur. À vrai dire, il n'aurait existé qu'un seul autre oiseau ayant pu rivaliser avec l'Argentavis, le Pelagornis sandersi, une espèce d'oiseau pourvu de pseudodents ayant habité les côtes de la Caroline du Sud. Ce dernier possédait vraisemblablement une envergure égale à la première estimation de celle d'Argentavis, lui donnant ainsi le record de la plus grande envergure chez les oiseaux. Pourtant, si un Pelagornis et un Argentavis se rentraient dedans, sans même parler de se battre, je vous garantis que c'est le Pelagornis qui laisserait les plumes. Car bien que l'Argentavis ait probablement eu une envergure plus courte, il remporte assez largement le titre de l'oiseau le plus lourd ayant jamais volé, et aurait donc été le plus puissant animal à avoir parcouru les cieux du Cénozoïque. Les estimations maximales pour son poids se situent autour des 72 kg, comparable au poids d'un petit jaguar. Ah oui, et l'aigle royal, qui est utilisé pour chasser des loups en Mongolie, est 10 fois plus léger que cet animal. Imaginez donc de quoi cette bête était capable. Il surclassait aussi largement le Pelagornis, lequel ne pesait que la moitié du poids d'Argentavis. Et ce ne sont que des estimations assez frileuses, donc qui sait à quel point il était gros. Et une fois au sol, il éclipsait largement le Pelagornis, car une fois posé, il aurait pu vous regarder droit dans les yeux, sa tête se tenant environ à 2 mètres de haut. Imaginez le monstre,
un oiseau plus grand et peut-être plus lourd que vous, pouvant en prime voler. En plus de cette taille impressionnante, l'Argentavis bat facilement le Pelagornis sur un autre point, sa brutalité. En effet, Pelagornis était en quelque sorte une grosse mouette sous stéroïdes, un oiseau marin vivant le long des côtes et se nourrissant principalement de poissons, utilisant ses pseudodents pour attraper et maintenir des proies glissantes. L'Argentavis, lui, c'est une toute autre histoire, même si son régime alimentaire reste encore un peu flou. Historiquement, il fut classé dans une famille d'oiseaux éteints connue sous le nom de Teratornithidae, des oiseaux de proie souvent énormes ayant vécu en Amérique entre la fin de l'Oligocène et le Pléistocène tardif. Donc d'après cela, il serait fortement apparenté à ce qu'on appelle les vautours du Nouveau Monde. Et c'est pour cela qu'ils sont souvent représentés comme une version XXL de ces derniers, aussi bien au niveau de l'apparence que du comportement. Selon cette hypothèse, ils auraient été des sortes de charognards parcourant de vastes étendues de territoire à la recherche de proies faciles, tout en étant peut-être des kleptoparasites. Autrement dit, ils auraient pu voler les proies tuées par d'autres prédateurs, utilisant leur taille, leur immense bec et leur serre comme outils de dissuasion. Mais cependant, on pense désormais qu'Argentavis était en réalité un peu plus coriace qu'une simple petite racaille de cité. En effet, ses pattes étaient relativement longues pour sa taille déjà imposante, et semblaient très puissantes et robustes pour un oiseau, ce qui mena à une nouvelle hypothèse. L'Argentavis aurait scruté son environnement depuis les cieux, à la recherche de proies, puis se serait posé et les aurait directement pourchassées au sol. Et une fois portées, il les aurait avalées souvent tout entières, grâce à une bouche extrêmement flexible, capable d'une ouverture très large, suffisamment grande pour au moins engloutir un lièvre adulte d'un seul coup. Alors bien sûr, il aurait sans doute pu s'attaquer aux charognes à l'occasion, mais on est loin d'un simple vautour. Il existe cependant une troisième hypothèse, celle-ci bien plus stylée. Il fut proposé que l'Argentavis était simplement une sorte de gigantesque aigle assoiffé de sang, pouvant fondre sur de grandes proies pour les tuer et utilisant ses puissantes serres et son bec acéré pour les déchiqueter. Malheureusement, cela semble peu probable, car certes il était très grand, mais pas très agile. Il semble plutôt que l'Argentavis était assez médiocre niveau manœuvrabilité, avec une ossature assez légère, toute proportion gardée, et qui aurait rendu ses battements d'ailes très lents et rigides. Donc une tactique de chasse reposant sur de brusques et puissantes accélérations ne fait pas vraiment sens selon les contraintes biomécaniques. Ainsi, certains pensent que le vol était plutôt réservé à la recherche de charognes, au repérage de cibles potentielles, ou simplement pour se déplacer sur son territoire, car un tel animal devait avoir un royaume incroyablement vaste. Les paléontologues estiment que le domaine d'un seul individu pouvait atteindre les 500 km², soit plus grand que la plupart des grandes villes européennes. Pas mal, même pour le plus gros oiseau volant de tous les temps. Ce qui soulève une autre question technique, comment l'Argentavis parvenait-il seulement à décoller au vu de son gabarit colossal ? Il aurait sans doute eu besoin d'un mélange de diverses stratégies et de conditions favorables pour y arriver. On pense que, juste pour pouvoir quitter le sol, un individu aurait dû atteindre les 40 km/h, un peu comme les avions quoi. Or, ce n'est pas très loin de la vitesse maximale d'Usain Bolt, donc ce Piaf était sans doute un sacré bon sprinter, expliquant ses pattes si bien développées. Cependant, malgré ses longues pattes, la course seule ne suffisait pas à atteindre une telle vitesse. Donc une autre hypothèse serait que l'Argentavis se jetait des falaises et des hauteurs, ou courait en cédant des vents très forts pour prendre son envol. Et une fois en l'air, il avait besoin d'une aide supplémentaire pour se maintenir, utilisant possiblement une technique connue sous le nom de vol thermique. Grosso modo, voyez ça comme des courants d'air chaud qui fonctionnent comme des ascenseurs. Plusieurs grands oiseaux utilisent cela encore aujourd'hui, comme le fameux condor des Andes, car quand l'air chaud monte, il permet de s'élever et de voler très longtemps sans avoir à battre les ailes. Et quant à celle-ci, elle devait être majestueuse, et couvrait une surface d'environ 8,5 mètres carrés, soit aussi grand que certains studios du Crous. Autrement dit, on pourrait théoriquement habiter sur le dos de cette bestiole. Cependant, malgré sa grande taille, l'Argentavis avait des ailes très délicates, encore plus que chez la plupart des oiseaux, et elles étaient sans doute son plus grand point faible. Donc, malgré leur gigantisme, il devait faire très attention à elles, surtout en cas de confrontation avec d'autres prédateurs.
Après, heureusement pour lui, la concurrence n'était pas forcément de taille à lui tenir tête. En effet, d'après la formation où il fut découvert, les plus grands mammifères carnivores auraient été des sparassodontes, notamment le célèbre Thylacospilus. Mais même à son poids maximal, cette bête était largement surclassée par l'Argentavis, l'oiseau étant à la fois plus large, plus long et plus grand. Autant dire qu'aucun de ces drôles de marsupialiformes à dents de sabre ne devait chercher à s'en prendre à ce géant, ou même à tenter de l'arrêter. Et idem pour tous les autres mammifères prédateurs du voisinage. Vous aviez ainsi de petits sparassodontes, des procyon pas plus grands que des ratons laveurs, et diverses espèces de rongeurs. Pour tout vous dire, de tous les animaux découverts dans cette zone, un seul était plus grand qu'Argentavis. Et ironiquement, c'était aussi un oiseau. Toutefois, celui-ci n'était pas capable de voler. Donc, vous l'avez sans doute deviné, je parle d'un oiseau terreur. Bon, à ce stade, je pense que vous commencez à bien les connaître. Mais pour ceux au fond de la classe, il s'agissait d'oiseaux prédateurs géants, souvent bien plus grands qu'un homme, et qui dominèrent l'Amérique du Sud pendant des millions d'années. Or, au Miocène, l'Argentine comptait au moins 3 espèces différentes, ayant sans doute coexisté avec l'Argentavis. Mais un seul le dépassait en termes de taille, le terrible De Vincentia. Celui-ci n'était pas qu'un simple oiseau terreur un peu costaud. Non, c'était littéralement l'un des plus grands oiseaux terreurs étant jamais apparu durant les 40 millions d'années de leur existence, avec des os suggérant qu'un adulte pouvait se tenir à 2,40 m de haut pour un poids allant jusqu'à 350 kg. On parle donc d'un oiseau aussi lourd qu'un ours, armé d'un immense bec tranchant et de longues pattes puissantes pourvues de griffes acérées. Bref, un prédateur coriace, et probablement la seule chose qui pouvait abattre un Argentavis adulte. Heureusement pour lui cependant, notre oiseau du jour avait la possibilité de s'envoler en cas de mauvaise rencontre, et de trouver refuge dans des zones où les oiseaux terreurs étaient plutôt rares. Et en plus de la faculté de voler, l'Argentavis disposait d'un autre atout bien pratique, lui permettant de prospérer en Argentine. Déjà, il possédait une vue exceptionnellement bien aiguisée, et les paléontologues pensent qu'elle aurait été similaire à celle des aigles et des vautours modernes, ces animaux nécessitant une vue permettant de repérer les proies et des chérognes à des centaines de mètres d'altitude. Dans une moindre mesure, les chercheurs pensent aussi que l'Argentavis avait un odorat assez puissant, peut-être similaire à celui des oiseaux charognards actuels. Ces derniers sont capables de détecter les odeurs particulières dégagées par les animaux morts à des kilomètres à la ronde. Autrement dit, s'il y avait une carcasse dans les parages, l'Argentavis était parmi les premiers à le savoir, et donc à se servir. Ainsi, d'après les formations dans lesquelles il fut retrouvé, ces repas auraient pu être composés de divers procyonidés, polydolupimorphes, didelphimorphes, xénartres, rongeurs, reptiles, lithopternes et notoangulés. Bref, l'embarras du choix. Ce qui est aussi un avantage pour bien nourrir sa progéniture. Car oui, dans le cas d'Argentavis, cette abondance de grandes proies était particulièrement importante car leurs petits étaient de sacrés poussins. Il fut estimé que leurs œufs auraient pesé presque 1 kg, légèrement moins lourds que ceux d'une autruche. Ce qui signifie que les oisillons étaient déjà costauds à la naissance et devaient ingurgiter des quantités astronomiques de viande durant leur développement. En comparant avec leurs proches cousins actuels, il fut proposé que les petits Argentavis étaient de véritables tanguis, restant dans le nid pendant une durée exceptionnellement longue, jusqu'à 16 mois, là où les poussins de la plupart des oiseaux quittent le voisinage en moins de quelques mois. Qui sait, peut-être qu'apprendre à voler avec de telles ailes était un poil plus compliqué pour eux et qu'ils attendaient atteindre une certaine taille pour pouvoir chasser seuls. Quoi qu'il en soit, les choses semblaient plutôt bien se passer pour notre oiseau géant, ce dernier prospérant en Argentine durant une bonne part du Miocène. Mais malheureusement, tôt ou tard, chaque espèce connaît des difficultés et ce grand oiseau allait subir les caprices de mère nature. Ainsi, avant la fin du Miocène, il y a environ 6,8 millions d'années, l'Argentavis disparut mystérieusement du registre fossile. Plus d'oiseaux géants survolant l'Argentine. Ce qui est plutôt étrange, car sa famille, les Teratornithidae, s'en sortirent très bien durant la fin du Cénozoïque, prospérant jusqu'à seulement 10 000 ans avant notre ère. De plus, aucun phénomène d'extinction en particulier n'eut lieu en Argentine à l'époque de sa disparition. Alors oui, il existe une hypothèse en lien avec le climat mondial au Miocène tardif, celui-ci marqué par un nouveau refroidissement global.
Cette intensification de l'âge de glace aurait pu provoquer une modification de la faune dans la région, créant un environnement un peu moins propice pour les besoins spécifiques d'Argentavis. De plus, cela aurait pu rendre le vol plus difficile, car les températures plus froides signifient moins de courants ascendants chauds. Il existe de nombreuses raisons possibles pour expliquer sa disparition, car Mère Nature est très inventive pour éradiquer ses propres enfants. Après tout, aucune espèce n'est immortelle. Merci de votre attention, et la semaine prochaine, j'ai 2 surprises pour vous.